Bonsoir à tous et à tous. Mon nom est Martin Blais, je suis titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Il me fait plaisir de vous voir ce soir par écran interposé. Alors, bienvenue à cette deuxième conférence de notre cycle annuel. Alors, ce soir, on a le luxe, je dirais, d'avoir deux personnes qui vont nous parler de racisme sexuel. Alors, Khaled Achouk et Anne-Claudie Beaulieu. Alors, Khaled va nous faire une conférence, nous propose de nous parler des harcèlements, donc des hommes ayant des relations sexuelles et affectives avec d'autres hommes, de racisme sexuel et d'exclusion dans le cyberespace de rencontre. Anne-Claudie nous parlera de racisme sexuel également, particulièrement des expériences des femmes racisées qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles en contexte de dating au Québec. Alors, c'est d'abord Khaled qui va intervenir. Alors, Khaled est chargé de communication à Max Ottawa et administrateur chez Franco Queer. Il détient une maîtrise en criminologie et un baccalauréat spécialisé en psychologie approfondie de l'Université d'Ottawa. Ses intérêts et ses expériences en recherche tournent autour du racisme sexuel et systémique, de la liberté de disposer de son corps et de la communication antiraciste. Khaled est également engagé dans la lutte contre les violences sexuelles. Alors, Khaled va prendre 30-35 minutes pour sa conférence. Ensuite, ce sera Anne-Claudie. Je vous la présenterai à ce moment-là. Puis, on va garder une période de questions à la toute fin, donc les 20-25 dernières minutes de notre séance. Donc, Khaled, je te passe la parole. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir tout le monde, merci d'être présent, merci pour l'invitation et merci à toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes intérêts de recherche qui porte sur le racisme sexuel. Et cette présentation, en fait, elle se base sur ma thèse de maîtrise, donc ce que vous appelez au Québec un mémoire, et qu'on appelle en Ontario une thèse. Donc, elle porte principalement sur le racisme sexuel, mais également sur d'autres exclusions. Et puis, j'ai mis un lien à la fin vers ma thèse si jamais vous voulez la lire en entier, parce que je vais essayer d'aller vraiment vite à travers différentes parties. Je vais... Voilà. Donc, ma présentation, en fait, je l'ai préparée sous forme de questions. J'ai fait des slides avec différentes questions, des questions qu'on m'a souvent posées, et puis j'apporte les réponses. Mais bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, après à poser vos questions. Donc, la première question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi ARSA? Donc, ARSA, comme ça a été défini déjà par Martin, donc c'est les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et en fait, j'ai choisi un terme qui est assez général, mais surtout pour faire référence à des comportements plutôt qu'à une identité. Donc, tout homme qui soit cis ou trans et qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes et qui est sur le cyberespace de rencontre pouvait participer donc, à mon étude. Et donc, bien sûr, en dehors de toute assignation identitaire sexuelle, pour plusieurs raisons. D'abord, pour essayer de chercher le plus de monde, parce qu'on a différents profils sur les applications de rencontre, mais aussi parce que souvent, les discours dominants qui renvoient à l'homosexualité renvoient une personne type qui est l'étendard qui est l'étendard en fait de la communauté sexuelle, homosexuelle. Et puis, en général, c'est l'homme gay, blanc, faisant partie de la classe, une classe économique moyenne ou supérieure. Et puis, c'est un discours aussi qui va donc exclure aussi d'autres identités qui font partie de la diversité sexuelle, avec seulement un focus sur l'homosexualité. Et puis surtout, en fait, on voit souvent que beaucoup de personnes qui sont racisées ne vont pas répondre justement à cette personne type
à cette figure, en tout cas, de la personne type qui représente la communauté. Et donc, j'ai choisi Arsa pour essayer de rejoindre le plus de monde. Donc, vous le verrez, il y a un focus vraiment sur la race et puis les exclusions raciales, mais il y a aussi d'autres types d'exclusions. Donc, les participants ont partagé d'autres critères de discrimination et d'exclusion. Entre autres, on a la religion, donc il y en a j'ai des citations dans la thèse et puis on a des personnes musulmanes et des personnes juives qui ont partagé leurs témoignages. Et puis, il y a aussi des personnes qui se sont fait discriminer sur leur apparence physique, le statut VIH, le statut migratoire et la langue. Mais c'est vraiment beaucoup moins présent que la race. Je dirais que oui, le statut migratoire et la langue étaient quand même assez présents parce que d'une certaine façon, les participants vont faire un parallèle avec des questions sur du racisme et ensuite les exclusions que ces participants ont pu vivre au niveau de la langue ou du statut migratoire. Et ensuite, comme je l'ai expliqué, la perception hétéronormative de l'homosexualité exclut quand même plusieurs personnes, plusieurs groupes sociaux. Et en fait, c'est une exclusion même du désir en tant que tel. Et je pose en fait la question après, c'est qui est en fait exclu même du désir et du champ du désir. Et cette perception hétéronormative, en fait, elle s'opère surtout au niveau d'un discours politique qui va venir ensuite influencer un peu les échanges qu'on a au niveau interpersonnel sur le cyberespace de rencontre. Et donc, elle opère vraiment une vaste exclusion, cette perception-là hétéronormative de l'homosexualité, qui nous est aussi d'une certaine façon imposée, mais qui malheureusement est souvent aussi reprise par les membres de la communauté, bien sûr communauté entre guillemets. Et puis, enfin, l'exclusion au niveau de la perception blanche du désir. La perception blanche du désir fait référence beaucoup aux standards de beauté qui existent, les standards de beauté quand même assez universels au sein de notre communauté. Encore une fois, entre guillemets, mais je ne vais pas le répéter. Parce que justement, voilà, on a ce standard de beauté. Encore une fois, c'est toujours la même personne, pardon. Donc, c'est l'homme gay avec un certain statut socio-économique, avec une apparence physique que l'on voit qui est toujours exposée dans les médias sociaux ou même dans les médias plus traditionnels. Et ce, depuis les années 80, on les voit dans les magazines avec Monsieur Muscle, etc. Et donc, toute personne qui n'est pas cet individu-là, en tout cas, ou qui ne fait pas partie de ce groupe-là, un groupe assez dominant, eh bien, il est aussi exclu du désir. Et donc, puisqu'il y a un focus sur le racisme sexuel, et en l'occurrence là, il s'agit d'un racisme sexuel, eh bien, il y a aussi un focus sur le racisme sexuel que je définis en utilisant en fait la définition que fait Plummer en 2007 du racisme sexuel, et en fait qu'il définit ce concept à travers ses composantes, et ces composantes sont les stéréotypes ethnosexuels, le fétichisme racial et le rejet sexuel sur la base de la race. Et donc, il y a plusieurs exemples, mais quand on parle de stéréotypes ethnosexuels, en général, on parle de stéréotypes assez négatifs. Et puis, on parle par exemple d'un stéréotype assez courant dans la communauté, à savoir que, par exemple, les hommes asiatiques seraient plus soumis, par exemple. Un fétichisme racial, c'est une façon d'objectiver un peu l'individu. Là, dans le cas de cette étude, on est en train de fétichiser des personnes racisées. Je donne souvent aussi l'exemple qui est partagé, à savoir celui de l'homme noir qui aurait un pénis donc, extraordinaire. Et donc, on objectifie la personne, et cette composante-là, elle trouve aussi ses racines dans un imaginaire un peu colonial, et puis qui, en fait, qui
qui nous montre historiquement qu'il y a des exemples où justement on utilisait le corps des personnes racisées comme un objet, parfois même d'exposition. Et enfin, le rejet sexuel sur la base de la race. Donc, vraiment, là, on a par exemple un des participants qui avait dit moi, j'ai du mal à trouver une personne qui n'est pas blanche, ben, une personne belle. Et donc là, on exclut vraiment toutes les personnes sur la base de la race. Et puis, cette composante-là rejoint un autre critère que j'avais évoqué avant, et puis c'est celui du statut migratoire. Dans le sens où souvent donc on va confondre un peu statut migratoire et race, et puis si la personne par exemple n'est pas citoyenne, eh bien, elle va se voir aussi exclue du désir et donc discriminée. Le racisme sexuel aussi s'exprime à travers un stéréotype racial positif qui en fait profite au groupe dominant, au groupe majoritaire. Donc ici, c'est comme je l'ai dit, le groupe des hommes gays blancs ou j'utilise souvent les hommes gays blancs parce que même si c'était une étude qui s'intéressait à tous les harsa, mais la majorité des répondants s'identifiaient comme gays. Et donc, ce groupe-là a un privilège qui, bien sûr, dont il n'est pas forcément conscient. Ce stéréotype-là est un stéréotype positif parce qu'il, comme je l'ai dit, il profite à ce groupe. Donc, ce groupe peut naviguer facilement tous les espaces virtuels ou les espaces en personne. En étant bien sûr valorisé au sein de la communauté, y compris aux yeux des personnes minorées ou racisées. Et donc, un stéréotype, par définition, il a une fonction constructrice, donc elle est constructrice pour le groupe qui porte ce stéréotype et dont il n'est pas forcément conscient, et destructrice, une fonction destructrice pour les personnes qui sont dans le cas de cette thèse, le groupe des personnes racisées. Et puis, c'est un stéréotype, bien sûr, racial, entre parenthèses. Dans les rapports de pouvoir, c'est ça, race et genre également s'entremêlent. Donc, en fait, on voit très souvent que parfois, il y a une dimension assez genrée au niveau des comportements racistes et des comportements d'exclusion. J'ai donné l'exemple du fétichisme racial et des stéréotypes ethnosexuels. Par exemple, les hommes arabes sont souvent vus au sein de la communauté comme étant forcément dominants, comme étant forcément agressifs, y compris au niveau de leur sexualité. Et ça, on le voit même dans les films pornographiques. Et puis, quand on s'intéresse au discours politique, parce que moi, je propose en fait dans cette thèse une analyse assez quand même macro et micro des rapports interpersonnels. Et ce que je dis, en fait, c'est que le discours politique souvent va influencer le discours interpersonnel. Et dans les discours politiques, très récemment, par exemple, il y a un ministre français qui, pour parler des hommes arabes, a utilisé le mot sauvage. Donc, ce champ lexical-là de la dominance, de l'agressivité, de la sauvagerie, etc., qui revient très souvent et qui a été aussi évoqué par d'autres chercheurs, des chercheurs qui s'intéressaient à l'orientalisme, entre autres. Et race et genre s'entremêlent aussi parce que voilà, si un homme est masculin ou très viril, par exemple, comme c'est cité, ben, ça va peut-être compenser un peu le fait qu'il fasse partie d'un groupe social, d'un groupe racial et social qui n'est pas dominant, qui n'est pas valorisé. Et puis, s'il est efféminé, eh bien, il va être encore plus mal catégorisé, on va dire. Et puis, je parle beaucoup de la théorie aussi des masculinités hégémoniques pour montrer même que, en fait, dans cette théorie qui a été développée par Connell, les hommes racisés sont une catégorie à part et qui ne font même pas partie, et ils ne font même pas partie de la catégorie homosexuelle, comme ça a été défini.
Donc, quelle lecture possible des analyses, je vais juste checker l'heure. OK. Quelle lecture possible des analyses en lien avec le racisme sexuel? Donc, il y a plusieurs lectures et plusieurs cadres théoriques dans lesquels s'inscrivent des études qui s'intéressent de près ou de loin au racisme sexuel. Souvent, on ne va même pas utiliser le mot de racisme sexuel, on va utiliser une recherche de similitude, une simple préférence. Et puis, c'est pas mal psychologisant, en fait, parce qu'on parle très souvent de l'inconscient, du conscient, comme j'ai dit, d'une recherche de similitude. Ça s'inscrit beaucoup dans la psychologie, mais on s'intéresse à aucun moment à l'aspect plus politique ou social, en tout cas, à un aspect plus macro, qui viendrait expliquer, en fait, ces dynamiques de pouvoir. Parce qu'on ne parle pas de dynamique de pouvoir, notamment au niveau de la race, mais une individualisation des préférences. Donc moi, je parle de racisme sexuel, et puis racisme sexuel et simple préférence peuvent se retrouver aussi d'une certaine façon, parce que voilà, simple préférence, ça peut aussi être une personne qui fait partie d'un certain groupe racial et qui va seulement être obsédée ou seulement être intéressée par des hommes d'un autre groupe racial. Et puis très souvent, en fait, quand on s'intéresse à l'explication, on va vite remarquer qu'il y a un fétichisme. Et parfois un fétichisme qui est basé même sur des stéréotypes. Alors parfois, le couple finit par se construire et dans ce cas-là, les dynamiques de force, donc les rapports de pouvoir qui s'illustrent à travers le racisme sexuel sont encore plus complexes. Et je pense que ça prend même une autre présentation pour parler des couples interraciaux et des problèmes de racisme sexuel. Donc, le cyberespace est un facteur aggravant de la violence symbolique et de la symétrie des positions. Donc, la symétrie des positions, parce qu'on n'est pas tous dans la même position, hein. On va voir que les personnes racisées sur les applications de rencontre sont comme des outsiders. Et puis, les personnes aussi ayant un handicap ou les personnes avec un statut migratoire aussi sont positionnées comme outsiders. Et c'est d'une certaine façon exacerbé parfois par le cyberespace de rencontre. Alors, le cyberespace de rencontre va par contre parfois invisibiliser aussi la violence qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que la violence, elle est symbolique parce que souvent les personnes minorées vont d'une certaine façon contribuer à perpétuer cette violence-là. Elles vont adhérer au rapport de pouvoir et à la domination. Ils vont parfois la reperpétuer. Et souvent, ce n'est pas remarqué. Ça n'est pas remarqué ni par le groupe dominant, bien sûr, ni par les personnes racisées. Et ça, j'en parle dans les réponses. Et donc là, on a encore plus le fait que ça passe inaperçu. Ben, c'est une violence, hein, la violence du racisme, qui devient donc symbolique. Et là, pour faire référence à la violence symbolique et à Bourdieu. Ensuite, on a donc l'homonationalisme. Moi, je n'ai pas choisi un cadre psychologique pour étudier ces rapports de pouvoir-là. D'abord, je les nomme comme ce qu'ils sont, des rapports de pouvoir. Et j'ai expliqué l'homonationalisme parce que j'ai montré, en fait, dans mon analyse, que le discours politique est un discours nationaliste. En fait, c'est le début du parcours de racialisation des personnes racisées sur le cyberespace de rencontre. C'est là que ça commence. Parce qu'on n'est pas né avec des préférences pour certains groupes. Donc, il y a une dimension sociale qui vient expliquer ça et qui vient influencer nos pensées. Et l'homonationalisme, il explique, en fait, il montre très bien comment le discours politique va construire la diversité sexuelle autour, un, de l'homosexualité, deux, de qui représente l'homosexualité, donc un certain groupe social, donc les hommes gays blancs avec un certain statut
socio-économique. Et puis, en faisant ça, ils vont exclure toute une autre catégorie. Et là, on a par exemple l'exemple des personnes avec un statut migratoire, mais aussi, par exemple, les personnes qui s'identifient comme à la fois gays et musulmans, puisque eux sont souvent aussi, ils passent souvent inaperçus lorsque le discours nationaliste et politique va instrumentaliser l'homosexualité pour parler de l'immigration ou pour parler de l'homophobie. Je passe rapidement à ça. Parfait. Alors, il me reste encore 10 minutes ou moins. Oui, ok, merci. Donc, le profil des participants, alors je le décris dans mon étude. Donc, j'ai eu 245 participants, mais j'ai analysé les réponses de 115 participants. Donc, la plupart, on va dire, la plupart s'identifiaient comme blancs. Donc, on a souvent 38% des répondants qui étaient racisés. Et puis, la plupart s'identifiaient comme gays. Quand on lit l'analyse, on va voir qu'entre ce qu'ils répondent dans le questionnaire et dans les réponses plus développées, il y a parfois des contradictions. Donc, je passe rapidement sur ça. Donc là, j'ai essayé de montrer un peu des chiffres assez marquants, en tout cas que moi, j'ai trouvé marquants, qui m'ont moins marqué. Plus de la moitié des participants, 73,7%, affirment que le racisme sexuel qui caractérise les applications de rencontres est représentatif du racisme qui se déploie dans la société. Et 71,7% rapportent être dérangés par le fait de voir des profils qui excluent certaines personnes sur la base de leur ethnicité. Mais après, plus tard, quand on leur demande si, par exemple, c'est quelque chose qui devrait être enlevé ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils qualifieraient de raciste, souvent, on va voir que non, ils ne vont pas jusque-là, les participants. Donc, la première question, en fait, que je me suis posée et que je pose à mes données, c'est est-ce que le positionnement des Arsa minorés, donc minorés ou racisés, mais minorés pour parler aussi de ceux qui sont exclus sur d'autres critères, est-ce que ce positionnement-là influence la perception du racisme sexuel et de ses enjeux? Alors, oui, donc la réponse est oui. Oui, plusieurs dimensions d'analyse et de réponse, mais en fait, c'est très souvent, la perception, pardon, est très souvent tributaire du statut, donc minoritaire ou majoritaire. On va voir que la plupart des personnes qui vont voir ces discriminations-là ou ces exclusions-là, c'est les personnes racisées ou c'est les personnes minorées. Les personnes qui font partie du groupe dominant ne vont pas forcément voir ce racisme sexuel-là, ni ses enjeux. Et puis, en plus, non seulement, bon, ils ne le voient pas, mais le groupe dominant, on le voit dans les réponses, qu'il dispose d'un double pouvoir, celui de formuler le désir à partir de la race et celui de réduire cette formulation-là à une simple question de préférence ou de goût individuel, naturel, recherche de similitude, etc. Et bien sûr, donc, dans un rapport de dissymétrie sociale qui s'exprime dans les réponses des personnes racisées. Et donc, c'est là, bien sûr, que moi, j'utilise un cadre plus macro pour expliquer comment ces exclusions-là au niveau interpersonnel s'opèrent et comment il y a un ascendant des mécanismes sociaux sur les mécanismes individuels. Et puis, en dépit de ce caractère structurel-là, quand même, il y a une faible perception du racisme sexuel et puis qui se présente juste comme un phénomène implicite et difficile à prouver. Je vais en parler après.
Et puis, souvent, le concept paraît un peu fuyant pour les répondants, surtout pour les répondants, bien sûr, blancs, mais pas seulement, parce que les Harsa racialisés ont aussi du mal à se prononcer avec certitude sur leur vécu de racisme sexuel ou d'exclusion. Mais ils vont rapporter des déclinaisons très similaires. Euh, donc, c'est ça. Donc, Ensuite, la deuxième question, il y en a 3 en tout. Donc, la deuxième, faut-il parler de racisme sexuel ou de préférence ethnique? Alors, oui, c'est un racisme sexuel parce que dans les réponses des participants, on peut voir les 3 composantes du racisme sexuel. Hein. C'est très illustré par les réponses des participants et par leurs expériences, que ce soit les personnes qui vivent ou les personnes qui font subir ce racisme-là aux autres. Donc, oui, on doit parler de racisme sexuel. Et puis, on parle aussi beaucoup de l'illégitimité de la mention de préférence ethnique sur le cyberespace de rencontre. Donc, le cyberespace de rencontre, c'est-à-dire les applications et les sites de rencontre. Parce que souvent, on ne va pas voir le problème dans le fait de mentionner une préférence pour une ethnie, etc. Mais il y a des personnes, des participants blancs qui ont identifié la mention comme étant raciste, bien sûr, et qui ont condamné explicitement sa formulation. Et puis certains ont même partagé le fait qu'ils refusent tout contact avec ces personnes-là qui vont afficher des préférences. Et puis, bon, il y a des personnes qui vont avoir des préférences, mais qui vont choisir de ne pas les mettre. Pour résumer, en fait, c'était les deux grands axes de réponse à cette question, mais il y en a d'autres. La troisième et dernière question, c'est comment la perception du racisme sexuel et de l'exclusion impacte-t-elle les stratégies de réponse qui leur sont apportées? Donc, il y a différentes stratégies qui sont mises en place. D'abord, il faut juste noter que même en utilisant toutes les stratégies, ça a inévitablement une répercussion sur l'estime de soi et sur la façon avec laquelle on se voit et puis comment on vit son identité sur ces espaces-là. Ensuite, donc, il y a différentes stratégies qui sont mises en place. Il y a des stratégies d'évitement de certains profils ou même des applications de rencontres ou de certaines applications de rencontres pour ceux qui vont vivre le racisme. Et puis, pour surtout, ces personnes-là, ce sont aussi celles qui ont répondu oui au fait qu'ils pensent que le racisme qui existe dans les applications de rencontres est représentatif du racisme qui existe dans la société. Il y a des stratégies d'anticipation, donc on va mettre toutes les informations affichées clairement donc sur qui l'on est. Comme ça, on évite ensuite des comportements ou des messages qui sont désagréables, voire racistes. Et puis, il y a des stratégies aussi de déni de ce qui s'est passé ou de rationalisation. Et celle qui m'a le plus marqué, c'est la distanciation, une stratégie de distanciation. Et en fait, la personne racisée va se distancier par rapport au groupe auquel elle fait partie pour ne plaire et n'adhérer qu'aux normes du désir qui sont imposées par le groupe dominant. Bon, c'est sûr que ça permet aussi, par exemple, les stratégies d'évitement vont permettre aussi un comportement d'agentivité. Il y a des personnes qui ont dit, ben, moi, maintenant, j'ai décidé que je suis un homme noir, puis j'ai décidé que je vais juste m'intéresser aux hommes noirs, en fait, parce que je n'ai plus envie de vivre ces expériences-là. Donc, une certaine appropriation de cet espace-là virtuel et on le redéfinit en fait avec ces mots. On redéfinit aussi un espace où la parole est tellement désinhibée que justement la violence en devient banalisée. En gros, c'était les tendances vraiment que j'avais remarquées dans les réponses. Je n'ai pas donné d'extrait de réponse. En général, j'évite parce que souvent, parfois, ça crée un malaise quand je lis les réponses. Puis parfois, c'est un peu désagréable, mais si vous êtes curieux,
Et c'est dans le lien que je vais mettre dans la prochaine diapo. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ben, beaucoup de choses, mais j'ai pris 4 points ici que je vais lire. Ben, l'expression du racisme sexuel et l'exclusion et de l'exclusion est désinhibée dans l'espace virtuel et il est exacerbé dans le cadre sexuel, comme je l'ai mentionné auparavant. L'invisibilité du racisme sexuel se confirme pour ceux qui le produisent, mais aussi à un degré moindre pour ceux qui le subissent. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui le subissent vont aussi le faire subir à d'autres personnes racisées. Et c'est ce qui m'a le plus aussi marqué, c'est qu'on a tendance à penser que le racisme vient d'un seul côté, d'une seule identité, mais pas du tout. Et en fait, on voit même que les personnes racisées vont parfois participer d'une façon encore plus brutale à ce racisme-là et à ces rapports de pouvoir-là contre d'autres personnes racisées, malheureusement. Le positionnement minoritaire donc, sur le cyberespace est générateur de ressources en termes de résilience et d'agentivité, notamment à travers les stratégies pour gérer ces expériences-là. Et bien sûr, les limites d'une communauté gay-queer s'inscrivent dans un racisme sexuel systémique nourri par un référentiel homonormatif et homonationaliste. Et j'ai donné quelques exemples. On peut prendre même des exemples aussi dans le contexte québécois pour parler d'un référentiel homonationaliste. Et puis, il y a quelque chose que je voulais mentionner, mais qui m'échappe. Mais c'est pas mal ça. Je pense que la présentation sera disponible ensuite. Donc, j'ai mis le lien ici. Et puis ensuite, j'ai mis un petit merci. Mais c'est tout. J'ai rien manqué. C'est ça. J'espère que j'ai respecté le temps. Impeccablement. Merci. Merci beaucoup, Khaled. Alors, merci. Donc, on va garder les questions pour la dernière partie. Donc, j'aimerais vous introduire notre prochaine intervenante, Anne-Claudie Beaulieu. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation également. Anne-Claudie est candidate à la maîtrise en sexologie, recherche et intervention à l'Université du Québec à Montréal, spécialisation culture, société, genre et sexualité. Et elle complète aussi une concentration en études féministes. Alors, ses intérêts de recherche portent sur la diversité sexuelle et de genre, les approches inclusives et anti-oppressives, la prévention de la violence sexuelle. Alors, Anne-Claudie a de multiples intérêts de recherche et à l'extérieur de ces champs de recherche, elle travaille également comme intervenante senior pour l'organisme Anorexie Boulimie Québec et elle est sexologue pour Sexualis et cofondatrice du groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec. Alors, sa posture antiraciste et féministe, alliée à son militantisme, se manifeste au sein de ses travaux de recherche, ses interventions et son engagement social. Donc, Anne-Claudie, je te cède la parole. Je te remercie encore. Oui, donc super. Ben, merci pour l'invitation également. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Moi, je vais vous parler des expériences des femmes racisées, donc qui s'identifient comme étant lesbiennes, gays et bisexuelles, dans le contexte de dating au Québec. Donc, évidemment, moi, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, qui me permettait aussi d'aller un petit peu mon côté militant à la recherche en sexologie. Puis aujourd'hui, ben, je vous présente un peu plus les résultats et analyses préliminaires de ce projet-là. Puis, c'est ça, je suis encore en rédaction, donc c'est encore en mouvement, en travail. Mais voilà, donc, puis simplement mentionner que moi, de mon côté, je vais partager certains extraits donc de témoignages durant les entrevues de mes participantes. Puis à un certain moment, simplement mentionner qu'on va parler un petit peu justement des limites qui ne sont pas nécessairement respectées, donc de violences à caractère sexuel. Ce ne sera pas détaillé, mais ce sera quand même nommé. Donc simplement garder ça en tête pour les personnes qui pourraient être un peu plus sensibles à ça. Donc, c'est ça, depuis 2020, on remarque vraiment une grande présence des discussions donc, portant sur le racisme. On a vu Black Lives Matter. Donc, vraiment, parce que ça a pris plus de place au niveau médiatique. On a surtout vu aussi le racisme étant montré de façon très explicite, donc par de la violence verbale, de la violence physique.
Par contre, il ne faut pas oublier non plus que le racisme, ce n'est pas un nouvel enjeu. Puis, c'est aussi un enjeu qui se manifeste de façon beaucoup plus subtile. Et c'est souvent ces formes-là qu'on oublie un peu plus. Et que ça se manifeste même au sein de notre intimité, au sein de nos relations avec les autres, au sein de notre sexualité. Donc, moi, c'était un peu ça que je voulais justement aller explorer. Donc, qu'en est-il du racisme sexuel? Donc, comme Khaled a nommé, on remarque un peu plus des études qui portent un intérêt vraiment marqué envers cet enjeu-là, plus spécifiquement dans les communautés, donc des hommes gays, bisexuels et des harsa, surtout parce que c'est une forme, donc le racisme sexuel va vraiment être très visible sur les plateformes en ligne. Par les descriptions de profil et tout ça sur ces applications-là. Mais quand même, moi, je me questionnais à savoir comment ça se manifeste aussi à l'extérieur des plateformes en ligne et comment ça se manifeste dans différents types de relations également. Et aussi, bien, évidemment, je m'intéressais à la situation des femmes racisées, puisqu'elles sont souvent invisibilisées ou on les met un petit peu de côté quand on parle justement des communautés LGBTQIA+, mais c'est souvent les dernières à qui vraiment on s'attarde. Et leur situation est très particulière puisque en considérant justement dans une approche intersectionnelle leurs différentes identités, elles sont à risque justement de vivre l'objectification sexuelle puisqu'elles sont des femmes, mais également à cause de leur orientation sexuelle en tant que femmes lesbiennes, bisexuelles, et aussi quand on rajoute justement la race, l'ethnicité, ça rajoute un autre élément où elles sont aussi à risque de vivre différentes microagressions et aussi du racisme sexuel. Et ça par les hommes et les femmes et les personnes non binaires. Donc voilà, fait que je m'intéresse un peu à ça. Je suis allée assez large donc pour me simplifier la vie. Donc voilà. Rapidement, peut-être pour faire un court état des lieux, vu que ça a quand même été bien introduit. Quand on parlait de racisme sexuel, initialement, c'était vraiment justement pour parler de l'exclusion sexuelle, donc des personnes racisées, puis plus particulièrement des personnes noires par la majorité, donc par les personnes blanches. C'était vraiment une pratique qui visait dans le fond à empêcher la formation de couples interethniques et le métissage, donc en contexte hétérosexuel. Puis, avec les années, tout ça, ça leur évolue un petit peu plus et c'est vraiment rendu un enjeu qui renvoie plus justement au préjudice racial qui va être adopté dans le contexte de rencontres, de dating, de sexualité, donc entre des partenaires qui peuvent être romantiques ou sexuels et ça, peu importe l'orientation sexuelle. On a vu que justement, en ligne, c'est très visible puisqu'il y a une certaine forme de désinhibition. Donc, les normes sociales sont un peu plus souples et il y a une certaine permissivité qui fait en sorte que justement l'exclusion raciale peut être très, très visible. Donc, il y a ces trois principales manifestations. Donc, le rejet, évidemment, la fétichisation raciale qui est vraiment un aspect très, très, très prenant au niveau des expériences des femmes et les stéréotypes ethnosexuels également. Puis, on voit aussi cette tendance où donc, il y a une désirabilité vraiment, une érotisation des personnes racisées qui vont correspondre aux caractéristiques traditionnellement donc masculines et féminines. Donc, par exemple, si on pense aux femmes asiatiques, donc en contexte hétérosexuel, on va les voir comme étant très dociles, passives, donc et féminines également. Donc, elles vont être beaucoup, beaucoup fétichisées à cause de ça. Et par exemple, les femmes noires, au contraire, dans le contexte hétérosexuel, vont vivre beaucoup plus d'exclusion, alors qu'en contexte de femmes de la diversité sexuelle, au contraire, ça peut être vraiment... donc, les stéréotypes qui vont être associés à celles-ci vont au contraire pouvoir permettre d'être davantage inclus et perçus comme étant désirables. Donc voilà, donc comme j'ai nommé, c'est ça, il y a vraiment un contexte spécifique aux femmes qui fait en sorte qu'on en sait peu, puis qu'elles rencontrent aussi certains défis spécifiques à elles, puisqu'elles peuvent justement vivre ces micro-agressions-là par différents partenaires, si je pense aux femmes bisexuelles, par exemple. Donc voilà. Donc moi, je me suis plus intéressée à leurs expériences
Donc, comment ça se manifeste, le racisme sexuel envers elles, aussi aux conséquences de ces événements-là sur différentes sphères de leur vie, et ensuite aux stratégies d'adaptation et les forces déployées de ces femmes-là, puisque aussi la littérature souligne vraiment le fait que malgré le fait d'avoir différentes identités qui peuvent être justement marginalisées, en même temps, le fait de vivre différentes oppressions simultanément, ça permet aussi de développer différentes stratégies d'adaptation et de résilience. Donc, je trouvais ça important à aller explorer ça. Puis, comme on a un temps limité aujourd'hui, je vais m'attarder un peu plus à la deuxième et troisième question. Puis, si jamais vous voulez en savoir plus, vous pourrez lire mon mémoire quand ce sera terminé. Donc, voilà. Puis rapidement, au niveau de mon cas théorique, c'est ça. Donc, j'ai vraiment une approche féministe intersectionnelle je me base vraiment sur la théorie critique de la race pour dire que justement, le processus de racisation, c'est vraiment quelque chose qui est construit socialement. Donc, vraiment dans une idée de s'éloigner de l'essentialisation et de vraiment plutôt prendre en considération les rapports de pouvoir et les dynamiques de pouvoir. Je m'intéressais également au processus d'altérisation, donc le traitement différencié des femmes racisées par rapport aux femmes blanches et comment, justement, on crée cette différence-là en nommant l'autre avec un A majuscule et en la comparant constamment à la femme blanche. Et également, comme je disais, malgré ces identités-là qui apportent des défis, ensemble, ça permet aussi de développer des forces. Donc, d'où l'intersectionnalité positive. Donc, en ce qui concerne moi, ma méthodologie, donc évidemment, c'est une recherche qui est qualitative, exploratoire, mais j'ai collecté mes données donc, avec des entrevues semi-dirigées, avec du recrutement en ligne, puisque c'était la pandémie, donc ça n'a pas été évident de ce côté-là. Puis, j'ai réussi à trouver 9 participantes, donc la plupart des étudiantes âgées de 22 à 32 ans. Les entrevues étaient vraiment entre 1 heure et 2 heures, et la majorité tournait plus autour d'1h30. Parmi ces femmes-là, donc 6 s'identifiaient comme bisexuelles. Donc, ça va vraiment apporter un angle d'approche différent de ce que je m'imaginais au départ, puisque au final, la grande majorité des expériences de racisme sexuel ont été vécues avec des hommes. Certaines, oui, avec des femmes ou personnes non binaires, mais principalement avec des hommes. Ensuite, parmi aussi les femmes bisexuelles, 2 s'identifiaient comme pansexuelles également. Et dans le fond, le reste, il y avait 2 femmes lesbiennes et une qui préférait le terme gay. Donc voilà, ça faisait notre échantillon de 9 personnes. Et elles avaient également différentes origines ethniques. Donc, je suis allée très large. Donc, il y avait vraiment des personnes d'origine asiatique, des personnes noires, une personne algérienne, une personne sud-américaine. Donc, vous allez voir avec les extraits, je mets un petit peu en contexte. Donc voilà, puis le recrutement, c'est ça, c'est fait vraiment sur une longue période, donc à peu près de juillet 2020 à mars 2021. Donc c'est ça, aujourd'hui, on va vraiment plus s'attarder sur les conséquences du racisme sexuel sur l'estime de soi, la santé mentale, les relations interpersonnelles avec les autres. Puis juste avant de rentrer dans ces résultats-là, je voulais aussi nommer brièvement un peu ce qui ressortait des manifestations du racisme sexuel pour les participantes. Donc, la plupart m'ont nommé avoir vécu, c'est ça, des expériences avec des hommes. Les participantes, plusieurs d'entre elles aussi nommaient donc être dans des contextes, des milieux davantage blancs, ce qui faisait en sorte que leurs expériences étaient aussi teintées par ça. Donc, qu'elles étaient vécues davantage par des personnes blanches. Toutefois, certaines femmes ont également vécu des expériences de discrimination par d'autres personnes racisées, par d'autres femmes racisées et par d'autres hommes racisés. Donc voilà. Par contre, une différence qui était nommée, c'est que les formes d'exclusion par les femmes, donc cette manifestation-là, en fait, souvent, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus insidieux. Donc, c'était vraiment difficile à relever. Donc, par exemple,
certaines participantes nommaient la difficulté à dater d'autres femmes blanches, nommaient que dans le contexte de dating, pour elles, c'était plus facile d'avoir des dates et rencontrer d'autres femmes racisées, alors qu'elles ne sont pas nombreuses sur les applications de rencontres et tout ça, mais qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte que souvent, soit qu'elles se faisaient ghoster, donc elles n'avaient plus de messages, que finalement, ça ne fonctionnait pas. Parfois, certaines disaient « Ah, on a fini par parler de mon identité ethnique, puis finalement, il y a comme eu un désintérêt. » Donc, c'est un peu moins identifiable, mais ça apportait beaucoup de doutes et ça apportait beaucoup de questionnements pour les participantes. Donc, voilà. Puis aussi, une participante nommait que elle était beaucoup dans les milieux militants et queer et que justement, c'est encore plus difficile à faire reconnaître parce que le racisme, de façon qu'on le conçoit comme étant très, dans sa forme plus explicite, c'est condamné socialement. Donc, dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre, bien évidemment, on fait la promotion des valeurs d'équité, de respect, de liberté sexuelle et tout ça. Donc, ça rentre souvent un petit peu contre ces valeurs-là. Donc, c'est dur de reconnaître que ça puisse arriver, même dans des communautés, justement, où on souhaite avoir un safer space. Donc, pour elle, elle trouvait ça difficile. Puis, une de ses expériences, elle nommait que c'était encore plus difficile à nommer à sa partenaire puisqu'elle se sentait un petit peu comme un token, comme se disant « Ah, dans le fond, je ne peux pas vraiment parler contre ma partenaire. » Donc, dans le sens que c'était une personne blanche, puis elle disait « Ah, ma partenaire est racisée, donc je ne peux pas être racisée. » Alors, ça mène vraiment à des tensions comme ça, puis des situations pas évidentes. Donc, je vais vous parler un peu plus des résultats maintenant. Donc, au niveau des conséquences, il y en avait plusieurs sur l'estime. Donc, les femmes avaient vraiment le sentiment d'être inadéquates. Donc, peu importe ce qu'elles faisaient, par exemple, lorsqu'elles affirmaient vraiment leur identité, qu'elles étaient authentiques, ça semblait déranger, ça semblait ne pas convenir aux attentes des autres. Et encore là, quand au contraire, elles ressentaient les stéréotypes, il y avait vraiment une pression à justement les performer pour être un peu plus viable comme partenaire. Autrement, il y avait des réactions très négatives des partenaires potentiels. Ensuite de ça, plusieurs femmes ont nommé que pour elles ressentaient vraiment cet esprit-là de compétition où elles se sentaient comparées aux femmes blanches et se sentaient comparées entre elles, donc entre les femmes. Donc, par exemple, le fait de recevoir certains compliments comme « Ah, tu es belle pour une femme de telle origine ethnique », ça met constamment ce doute-là de se dire « Ah, OK, donc techniquement, mon groupe ethnique n'est pas nécessairement le standard de beauté, donc le standard de beauté blanc, mais quand même, il y a une certaine appréciation. » Donc, c'est beaucoup des micro-agressions comme ça qui viennent beaucoup affecter l'estime, l'image qu'on peut avoir de soi. Également, certaines participantes nommaient qu'elles se sentaient vraiment infantilisées et invalidées dans leurs désirs, leurs besoins, leur expérience, et que souvent, elles ne se sentaient pas écoutées au final, puis sentaient qu'il y avait vraiment un manque de considération envers elles. Puis ça affectait justement leur estime, comment elles se voyaient, parce que d'être constamment confrontées à devoir justifier puis essayer de se faire écouter, c'est difficile. Et enfin, aussi, certaines nommaient cette préoccupation-là par rapport à l'apparence. Donc, on se compare entre femmes, on souhaite avoir une certaine image, être désirable, même si on est racisé. Donc, au niveau du poids, certaines nommaient même d'être très conscientes et de vouloir être davantage white passing. Donc, je pense aux personnes d'origine mixte, comme certaines de mes participantes qui étaient haïtiennes et québécoises. Donc, c'était vraiment une préoccupation qui demeurait puisque ces normes-là de beauté étaient connues. Donc, beaucoup de comparaisons à ce niveau-là. Ensuite, évidemment,
comme le racisme, le racisme sexuel a de nombreux impacts au niveau de la santé mentale. Donc, c'est évidemment une charge très importante qui amène beaucoup de fatigue, puis aussi d'anxiété pour certaines. Donc, il y a constamment cet état-là d'hypervigilance. Donc, de se demander un petit peu, d'essayer d'interpréter les actions des autres, d'essayer de faire du sens avec les formes de discrimination auxquelles elles font face. Il y a aussi cet état d'hypervigilance dans la façon qu'on veut aussi se présenter aux autres. Donc, cette conscience de soi, de vouloir, par exemple, s'éloigner des stéréotypes, donc de constamment penser à comment on agit et à qu'est-ce qu'on projette. Puis, évidemment, pour certaines, il y avait quand même une forme de racisme intériorisé, puisqu'on souhaitait correspondre davantage aux attentes, donc à ce qui est désiré, à ce qui est plutôt, à ce qui découle plus du groupe dominant. Donc, pour certaines, c'était vraiment dans l'idée de s'éloigner complètement de leur identité plus racisée, ethnique, pour essayer d'être un peu plus inclus dans le contexte de dating. Puis aussi au niveau de la santé mentale, donc il y a tout l'aspect de la négociation constante de l'identité. Donc, cette négociation-là qui est imposée, qui n'est pas désirée, où les femmes, justement, se retrouvent contraintes, invalidées dans leur identité ethnique, dans l'orientation sexuelle qu'elles ont. Et certaines nommaient justement de même porter le poids de la différence culturelle quand elles étaient en couple avec un partenaire blanc. Donc, au niveau plus des extraits, ici, on a Victoria, qui est vietnamienne et qui s'identifie comme bisexuelle, queer. Puis elle me parle justement d'une fois qu'elle était avec un groupe de gars qui sont blancs et qui parlaient de voyage. Et que là, soudainement, ils ont commencé à parler un petit peu de la facilité à avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes, avec des femmes racisées, donc en voyage. Je prends une petite gorgée d'eau. Ah, OK. Alors, Victoria nous dit « J'étais tellement outrée. En plus, pour moi, je sais que je suis canadienne, québécoise, mais que mon identité vient de l'Asie du Sud-Est, justement. Le fait qu'ils disent ça, je me suis tellement sentie dégueulasse, tellement objectifiée, je me suis sentie vraiment cheap. On dirait que ça m'a fait questionner toutes mes relations avec des hommes blancs, juste toutes les relations que j'ai eues, juste parce qu'on dirait, est-ce que c'est parce que je suis asiatique qu'ils étaient down, qu'ils sont venus me voir? Donc, chaque fois que je couchais avec un homme blanc, après que ce soit arrivé, cette discussion-là, il y avait toujours ce doute. Genre, est-ce que j'étais juste la femme asiatique facile pour eux ou c'était mutuellement très respectueux ou sur le même niveau? Il y a toujours ce doute. Donc ici, Victoria, elle nous parle justement de cette préoccupation-là, cet état d'hypervigilance face au fait d'être fétichisé potentiellement. Donc, de se questionner quant à l'intérêt réel du partenaire sexuel. Puis aussi, c'est aussi le poids qu'ont ces stéréotypes-là. Donc, d'associer une plus grande permissivité sexuelle aux femmes racisées fait en sorte qu'il y a toute cette conscience de soi où on se questionne, alors qu'une relation qui est plus de type occasionnel, qui pourrait être quelque chose de très acceptable avec laquelle on vit très bien, mais qui vient ici être confrontée par constamment des commentaires comme ça qui nous rappellent que les femmes sont fétichisées au final. Donc ici, on a Nadia, donc, qui est d'origine mixte, donc haïtienne et québécoise, et qui s'identifie comme bisexuelle. Puis on est en train de parler un petit peu des effets sur son estime d'elle-même. Donc son image d'elle en lien avec le racisme sexuel. Donc elle nous dit de chercher systématiquement à être white passing parce que justement, je ne veux pas vivre ces microagressions-là de tu viens d'où et blablabla. C'est beaucoup dans mon image physique. En fait, c'est pratiquement que mes cheveux. La personne ne va jamais me voir avec les cheveux frisés parce que je ne veux pas qu'elle réalise que je ne suis pas blanche nécessairement. C'est plus cette espèce de nécessité que je vois à me conformer qui est un effet clair de « je ne veux pas qu'on m'exclue parce que je ne suis pas blanche. Je ne veux pas non plus qu'on m'exotise parce que je ne suis pas blanche, donc je vais essayer d'avoir l'air blanche. »
Donc ici, on voit vraiment la préoccupation au niveau de l'apparence qui témoigne un peu de ces standards-là de beauté qui sont intériorisés. Puis en même temps, donc c'est à la fois une conséquence sur elle, son image d'elle-même, qui est une charge mentale, mais c'est aussi une certaine stratégie d'adaptation. Parce que dans ces moments-là, quand elle s'aplatit les cheveux, elle se sent plus confiante. Puis elle me nommait que c'est aussi une façon pour elle de prévenir certaines microagressions, donc les questions intrusives justement. Et que même cette préoccupation-là, elle variait selon le contexte. Donc en ligne, elle était vraiment plus à l'aise d'être elle-même, d'avoir les cheveux frisés, puisqu'elle se disait, sur les applications de rencontres, de toute façon, il y a beaucoup de choix. Donc tant pis. Alors que par exemple, quand elle allait dans les soirées, pour rencontrer des personnes en présentiel. Là, elle nommait qu'elle était beaucoup plus consciente de son apparence et que, justement, de s'aplatir les cheveux, ça l'aidait, elle, à se sentir sur le même pied d'égalité que les autres personnes, les autres femmes blanches dans cette salle-là. Puis, justement, pour elle, de maximiser ses chances quand c'est un contexte où il y a moins d'opportunités de rencontres. Donc, ensuite, ici, un exemple où l'aspect de la négociation de l'identité, ça devient quelque chose de très, très prenant, très lourd comme charge mentale, donc au niveau de la santé mentale. Donc, ici, on a Valérie, qui est chinoise, puis c'est une personne qui est adoptée. Et elle s'identifie comme bisexuelle, pansexuelle. Donc, elle nous parle un petit peu de sa relation avec son ex, qui était un homme blanc cisgenre, hétérosexuel. Puis, dans le fond, elle nous parle un petit peu de elle, les défis qu'elle a remarqués à cause de la différence ethnique. Donc, elle dit, j'ai eu beaucoup de ce problème-là avec mon ex. Lui, il avait certaines attentes par rapport à moi. Il pensait certaines choses. Et que finalement, c'était pas ça pantoute. C'est tannant. On dirait qu'ils te mettent dans un moule. Quand tu démontres que tu n'es pas dans ce moule-là, au lieu de faire « Ah, wow, t'es pas qui je pensais, je vais m'adapter » ou t'es pas qui je pensais, j'aime mieux me détacher », ils essayent de te faire rentrer dans ce moule-là, tu sais. Pas « Ah, c'est correct ». Non, 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 non. Donc ici, on voit que les stéréotypes sont très, très présents, même auprès d'un partenaire amoureux, puis qu'elle ne se sentait pas au final acceptée pour qui elle était réellement. Elle se sentait très contrainte, par exemple, d'adhérer à des choses stéréotypées comme personne asiatique pour être justement désirable, pour répondre un petit peu aux attentes qu'il se faisait d'elle. Ensuite, donc, évidemment, il y a des conséquences du racisme sexuel sur les relations interpersonnelles. Donc, ça ajoute des obstacles supplémentaires au fait de rencontrer des partenaires potentiels. Aussi, ça crée des situations où les personnes étaient aussi plus à risque de vivre des formes de violence, donc des attaques verbales, donc de se faire gaslighter, donc de se faire invalider dans leur expérience, dans leur malaise. Donc, un non-respect des limites de leur consentement, que ce soit des touchés non désirés sur certaines parties du corps. Puis, il y avait vraiment aussi un caractère violent et relié à la sexualité qui était rapporté par les participantes. Et aussi, de ce fait, il y avait un rapport de domination au sein même des relations interpersonnelles et avec différents types de partenaires. Donc, ça peut être vraiment des partenaires sexuels, occasionnels, ça peut être des partenaires amoureux avec qui elles étaient en couple, et ça peut même être par des étrangers, donc vraiment où les gens se permettent de lancer des commentaires et de faire ces micro-agressions-là. Donc ici, on a Charlotte, donc qui est salvadorienne et portugaise et qui s'identifie comme bisexuelle. Puis elle nous parle un petit peu justement des obstacles supplémentaires pour elle en tant que femme racisée de la diversité sexuelle à rencontrer d'autres femmes. Donc elle dit les gens n'associent pas mon bagage ethnique au fait que je puisse être bisexuelle. Souvent, on m'a déjà posé la question, est-ce que tu le fais juste pour attirer l'attention des hommes? Non. C'est tough de dater dans des contextes hors site de rencontre où les intentions sont claires. Et même là, c'est tough d'arriver à une soirée lesbienne en tant que femme racisée et pognée. Il faut vraiment que tu aies l'air butch, il faut vraiment que tu fais de l'entre-genre, il faut vraiment que tu te démarques. Parce que sinon, les gens pensent que tu es là par curiosité pour accompagner quelqu'un.
on dirait que les gens ne pensent pas que tu es là parce que tu es intéressé à dater pour vrai. Comme s'il manquait 2 cordes à mon arc. Non seulement je suis pas butch, mais en plus je suis racisée. C'est comme le pire combo pour être une femme attirée par les femmes et vouloir les attirer. Donc ici, vraiment, on voit cette espèce d'inintelligibilité entre le fait d'être une femme racisée et le fait d'être bisexuelle. Donc, il y a vraiment cette supposition qu'elle est nécessairement hétérosexuelle, qui est vraiment un biais ici. Ensuite, ici, justement, il s'agit d'une situation où le consentement et les limites ne sont pas respectées. Donc, pour les personnes plus sensibles, voilà. Donc, c'est ça. Donc, Lynn, elle nous parle justement du fait qu'elle n'est pas trop habituée de sortir dans les bars, puis que, justement, elle n'a pas une situation très agréable et que pour elle, elle l'associait beaucoup aux stéréotypes qu'on associe aux femmes asiatiques. Elle est vietnamienne, puis elle s'identifiait comme queer et gay. Donc, elle dit, après la rupture, mes amis m'ont emmenée dans les bars, je ne voulais pas vraiment y être. Ils ont essayé de me set up avec une autre fille, mais je ne le savais pas. Pendant toute la soirée, elle n'arrêtait pas de parler de ses prouesses sexuelles. Puis, Loki me demandait mes préférences. Je pense qu'elle pensait que j'étais vraiment docile aussi en tant que personnalité calme. Moi, j'étais juste gênée. Je n'étais pas confortable, donc je m'éloignais. Apparemment, les gens ne peuvent pas vraiment lire mon langage corporel, my body language. Après, quand je suis allée rejoindre mon amie qui était partie se cacher, elle m'a dit, ah, by the way, she's like a predator, watch out. She likes to prey on really innocent people, so she can corrupt them. Donc, son amie lui dit ça un petit peu quand Lynn elle arrive et qu'elle dit, mais voyons, vous avez essayé de me matcher avec quelqu'un. Puis là, elle se dit, ben, qui te dit que je suis innocente? I'm just not into her. Donc, elle n'était juste pas intéressée. Puis pour elle, vraiment, elle associait ce stéréotype-là aux femmes asiatiques d'être très, très pudiques, très innocentes sexuellement. Et le fait que l'autre personne ait vraiment voulu justement pousser ses limites et pensait qu'au contraire, elle pouvait simplement la séduire et que ça faisait partie un petit peu de leur dynamique de séduction alors qu'elle n'était vraiment pas intéressée. OK, je vais essayer de passer un peu plus rapidement. Donc, ensuite, donc Maya, c'est une femme d'origine sud-américaine, puis elle s'identifie comme bisexuelle. Puis ici, elle nous parle de sa relation avec un homme blanc cis hétéro. Puis on voit vraiment le rapport de domination qui est présent, puis le rejet de la différence culturelle entre les deux. Donc, elle nous dit, de lui-même, il me dit, c'est drôle, je ne conceptualise pas trop le fait qu'on ait un couple interracial, interethnique. Moi, je ne le vois pas vraiment. Je pense qu'on s'entend bien, puis on a des repères qui sont compatibles. Sauf que ça, c'était dans la période où ça allait bien. Mais après, quand ça a commencé à moins bien aller, là, il a ressorti le fait qu'il y avait des différences culturelles et qu'on était incompatibles. Ça a été comme un peu un des prétextes pour ne pas écouter mes besoins, un peu pour les dismiss et pour dire qu'il y avait quelque chose de fondamentalement pas compatible et pas travaillable dans notre relation. Donc ici, la différence ethnique et culturelle est vraiment utilisée pour justifier un petit peu ce manque de réceptivité-là. Ça montre aussi un peu son point de vue très ethnocentrique où pour lui, ben, il y a certaines choses qui sont conçues comme étant acceptables, normales, attendues. Et Maya qui en dérogeait, ben, dans le fond, ça faisait simplement dévaloriser, elle, sa position, comme si il n'y avait qu'une seule façon de faire et que c'était elle, en fait, le problème, puisque c'était une femme racisée et qu'elle était d'une autre origine. OK. Puis, je vais y aller rapidement. Donc, dans les stratégies, au niveau des gestions, donc, il y avait vraiment différents types de stratégies. Donc, il y avait vraiment au niveau plus de gestion de l'événement, quand ça se passait, comment on réagit, aussi un petit peu au niveau de la prévention, même si ça ne se prévient pas en tant que tel, le racisme sexuel. Puis ensuite, il y a vraiment plus des stratégies au niveau de l'adaptation en ayant connaissance de ça et des stratégies au niveau de plus de comportements de résistance. Donc, rapidement, plusieurs, justement, souhaitaient vraiment filtrer les partenaires. Donc, elle restait toujours un petit peu à l'écoute du discours. Donc, restait alerte pour voir, est-ce que la personne va dire quelque chose de problématique? Puis,
ça va mettre la puce à l'oreille pour me dire que non, c'est pas un bon choix de partenaire. Donc, il y a vraiment cette présence-là de l'hypervigilance constamment, et ça à toutes les étapes. Donc, même en couple avec quelqu'un d'une origine différente que la sienne. Aussi, certaines ont vraiment tenté d'utiliser les modalités des applications et sites de rencontres à leur avantage. Donc, par exemple, de privilégier des applications un peu plus safe, une application, par exemple, qui fait en sorte que c'est la femme qui doit interpeller une personne en premier plutôt que ce soit l'homme. Et aussi au niveau des profils, donc de voir ce que la personne a écrit quelque chose, et certaines, par elles-mêmes, écrivaient, par exemple, je suis d'origine asiatique, mais j'ai été adoptée, je ne corresponds pas aux stéréotypes et tout ça. Donc, ils tentaient de s'affirmer aussi dans leur profil. Ensuite, plusieurs, en fait, on a mis que pour elles, finalement, elles pensaient peut-être plus prioriser un partenaire qui était soit racisé ou simplement quelqu'un qui n'était pas un homme. Donc, d'essayer d'explorer de nouvelles avenues. Plusieurs d'entre elles qui s'identifiaient comme bisexuelles nommaient que justement, elle avait eu plus d'expérience avec des hommes, mais que à cause de ces expériences négatives-là, qu'elles souhaitaient vraiment affirmer un peu plus leur orientation sexuelle et explorer ça. Évidemment, il y a toutes les stratégies au niveau de l'affirmation dans le moment même quand il y a une microagression qui survient. Donc, de confronter l'autre, de nommer son malaise. Certaines avaient une approche plus bienveillante quand elles avaient l'énergie de le faire. Donc, d'essayer de sensibiliser la personne, de la faire réfléchir, puis lui nommer un petit peu plus comment elle se sentait par rapport à ça. Puis évidemment, il y avait aussi l'aspect de choisir ses batailles, donc de vraiment préserver son énergie, sa santé mentale. Donc, pas répondre, bloquer la personne simplement quand c'est en ligne. Aussi d'évaluer s'il y a un potentiel avec la personne avant de s'investir à faire des efforts pour sensibiliser. Et certaines, c'était simplement prendre des pauses. Donc, du dating en ligne pour cesser ça, puisque les manifestations étaient principalement en ligne pour la majorité des femmes. Puis il y en a même une qui disait, tu sais quoi, moi, je choisis de rester célibataire pour prévenir ça, puis juste apprendre à me connaître avant de me replonger dans le dating. Ensuite, il y avait, c'est ça, au niveau plus de l'adaptation et des stratégies de résistance. Donc, vraiment, plusieurs participantes nommaient leur capacité à développer certaines forces, certaines compétences chez elles. Donc, plusieurs ont nommé justement qu'elles ont fait beaucoup de travail sur elles-mêmes, beaucoup d'introspection pour comprendre un peu plus ce qui les dérangeait dans ces relations-là avec des rapports inégaux. Donc, il y avait vraiment aussi une compréhension approfondie des codes sociaux. Donc, elles étaient non seulement capables de s'adapter, mais elles comprenaient un petit peu aussi qu'est-ce qui était attendu d'elles et pourquoi. Puis certaines essayaient justement de s'en éloigner, déconstruire ça un petit peu. Par contre, seulement une personne a eu recours à de l'aide psychologique. Donc, et c'est Nadia justement qui est ici qui a une petite phrase, mais autrement, toutes les participantes ont vraiment plus misé sur des stratégies plus au niveau justement de chercher du support auprès de leurs amis proches ou auprès de communautés de femmes racisées. La majorité des femmes, en fait, n'ont pas vraiment cherché à se connecter un petit peu aux communautés de la diversité sexuelle. C'était vraiment plus au niveau des femmes racisées que là, elle allait chercher le soutien qu'elle souhaitait. Ensuite, il y a vraiment l'aspect de se distancer des stéréotypes. Donc, soit vraiment de changer son apparence pour, par exemple, avoir l'air moins féminine. Ça peut être aussi de simplement adapter un petit peu ses comportements, ses attitudes. Pour celles qui avaient de l'énergie, il y avait aussi d'apprendre elle-même sur le racisme sexuel, de se reconnaître dans l'expérience de d'autres personnes qui faisaient des témoignages, un podcast et compagnie. Puis il y avait aussi l'aspect de sensibiliser donc les proches, les amis, certains partenaires qui étaient blancs pour dire « Hey, cet enjeu-là, ça existe, puis c'est problématique. Donc voilà, je t'en parle, je te fais confiance, en espérant que ça ait un impact un peu plus à long terme. » Et finalement, pour certaines, ce n'était pas la majorité. Il y avait un aspect où c'était quand même aussi possible de pouvoir en tirer profit. Donc, une personne qui était travailleuse du sexe qui disait que, écoute, au niveau des stéréotypes, c'est quelque chose sur lesquels elle pouvait jouer et justement tirer un avantage financier de ça.
et autrement, au niveau sexuel, certaines disaient, ben regarde, oui, c'est objectifiant sexuellement, mais je peux quand même avoir accès facilement à des partenaires sexuels quand c'est ça dont j'ai envie. Donc voilà. Ça, c'est un petit exemple que je vais passer rapidement. Donc, plus en conclusion, on voit vraiment que le racisme sexuel, ça vient affecter différentes sphères de la vie de la personne et vraiment plus que juste l'aspect sexuel ou l'aspect relationnel. Donc, au niveau individuel, les aspects de cette charge mentale-là est importante. Puis ça vient vraiment affecter justement la perception qu'on a de soi-même et vraiment re-questionner l'identité des femmes. Il y a aussi cette présence-là de recherche de domination de la femme qui est vraiment présente, et ça même par des étrangers qui vont faire des commentaires vraiment à caractère sexuel aux femmes alors qu'ils ne les connaissent pas. On voit justement comment un petit peu la dichotomie où on va vraiment hypersexualiser la sexualité des femmes racisées, mais en même temps aussi d'un autre côté, on va vraiment les voir de façon asexuelle en se disant « Ah non, elles viennent de communautés plus traditionnelles, avec des valeurs conservatrices, donc elles sont très prudes. » Donc, il y a vraiment ces deux pôles-là qui vont être utilisés même pour justifier d'une certaine façon des actes vraiment de violence puis des micro-agressions comme ça. Évidemment, c'est jamais justifié, mais quand elle me rapportait, pour elle faisait vraiment ce lien-là, que les gens avaient ces stéréotypes en tête et agissaient en fonction de ces stéréotypes-là. Et ça les mettait vraiment à risque de violence. Donc voilà, puis aussi l'aspect de l'ethnocentrisme qui était très prévalent, avec même les partenaires amoureux, donc de constamment sentir que l'identité ethnique n'est pas adéquate, que c'était elle le problème, alors qu'il y avait simplement un manque d'ouverture au niveau de la différence culturelle, puis un manque d'acceptation. Puis certains éléments qui étaient un petit peu moins en lien avec les questions de recherche, mais dans ce qu'elle me nommait, les participantes dans leur stratégie d'adaptation, elles étaient vraiment isolées des communautés LGBTQIA. Donc, la plupart, en fait, celles qui étaient bisexuelles nommaient appréhender la biphobie, donc ne pas vraiment se sentir à l'aise et préférer plutôt aller voir, chercher des communautés plus au niveau des femmes racisées. Puis aussi, ben, un point qui était super surprenant, c'est que en fait, il n'y a vraiment pas de ressources spécifiques à leurs besoins. Donc, pour elles, même les organismes communautaires LGBT, c'était pas une option nécessairement. Puis, elles n'avaient même pas l'impression qu'il y avait des services auxquels elles pouvaient faire affaire avec. Donc, c'était vraiment plus des stratégies au niveau individuel de résistance, de résilience ou par des amis, un système de soutien. Donc voilà, ça va faire le tour pour la présentation d'aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, il y a plus de contenu à aborder, donc voilà.